Sur la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Jeux et enjeux. Jeux et enjeux, une émission qui analyse les grands enjeux géopolitiques et stratégiques contemporains. Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de la CRTV. Jeux et enjeux. Bienvenue à votre programme Jeux et enjeux dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre réseau social préféré. Un seul être vous quitte, le reste est dépeuplé. Cette citation de Lamartine résume bien le retrait il y a un mois du Mali du G5 Sahel, retrait qui de facto a enterré l'organisation dont il est fondateur. Quels enjeux géopolitiques et géostratégiques se cachent derrière ce retrait? À la mort du G5 Sahel, quel bilan? Que faut-il attendre des États de l'ex-G5 Sahel dans le champ de la lutte contre le terrorisme? À quelle stratégie vont-ils songer? À quoi faudrait-il penser? Voilà entre autres questions. On en parle. On en parle avec Louis Magloire Kemayou, éditorialiste et directeur du Club de l'information africaine. Il commente régulièrement l'actualité africaine sur plusieurs médias internationaux. Bonjour Louis Magloire Kemayou. Bonjour. Merci bien d'être en ligne avec nous de Lomé au Togo. Je précise que vous êtes auteur de Togo, une démocratie en construction, ouvrage publié aux éditions Michel Lafon. Le Mali aurait dû prendre en février dernier la présidence tournante du G5 Sahel, mais certains États de l'organisation s'y sont opposés en raison des putschs qui ont mener les dirigeants actuels au pouvoir. Comparaison n'est pas raison. Cette opposition ne l'était pas en février 2021 lorsque Mahamat Déby Itno, successeur de son père, prend la tête de la même organisation. Où se trouve le problème pour le cas du Mali? Je pense que vous avez raison de souligner que comparaison n'est pas raison parce que il y a coup d'État, quoi que l'on dise, dans le cas du Mali et dans le cas du Tchad. La Constitution n'a pas été respectée et quand la Constitution n'est pas respectée dans la prise du pouvoir, il n'y a pas d'autre terme pour qualifier cela qu'un coup d'État. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Au niveau de la CEMAC ou de la CEAC, il n'y a pas eu une levée de bouclier. Au niveau de la CEMAC et de la CEAC, les enjeux ne sont pas les mêmes. Le Tchad est un voisin immédiat de la Libye, mais de l'autre côté, c'est un très grand partenaire aussi de la France dans la lutte contre le djihadisme au niveau du Sahel, que ce soit dans la partie du lac Tchad ou que ce soit au Mali, où beaucoup de soldats tchadiens sont tombés dans le combat contre l'extrémisme violent, parce qu'on parle de djihadisme, mais c'est de l'extrémisme violent. Dans le cas du Mali, une fois de plus, ce qu'il y a eu comme circonstance aggravante, c'est que le Mali est dans la situation actuelle parce que la guerre menée en Libye a fourni aux extrémistes violents, à tous ces terroristes qui l'attaquent, un réservoir d'armes très important. Ils en avaient déjà du temps de Kadhafi. Ils ont pu récupérer cet arsenal à la chute du colonel Muammar Kadhafi. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'armes qui ont été distribuées par la France et les autres pays de l'OTAN et qui sont descendues par la suite vers le Mali et d'autres pays du Sahel pour entretenir cette guerre-là qui s'y déroule. Mais de l'autre côté, la France est dans une situation comparable à celle des États-Unis en Afghanistan où elle a engagé une guerre. Ça fait plus de 9 ans qu'elle est sur le terrain de la guerre. Elle ne l'a pas encore gagnée. Et un partenaire important qui est membre permanent des Nations Unies arrive aussi sur ce terrain de guerre. Et la France a l'impression qu'on est en train de lui prendre une part de sa zone d'influence dans son précaré. Et c'est pour ça que ça fait toute la différence. Je crois que c'est ce qui a motivé la France à davantage soutenir une prise de pouvoir illégale dans l'un des pays et à condamner la même chose dans un autre pays.
Mais c'est à nos pays africains également de savoir montrer que leur souveraineté n'est pas négociable. Le Mali est en train de le montrer, espérons qu'il arrivera jusqu'au bout et qu'au-delà du bras de fer avec la France, il arrivera à montrer que son modèle à lui, un peu comme on l'a vu au Ghana à un certain moment lors du coup d'État de Jerry John Rawlings, peut aider non pas seulement à arriver au pouvoir, à perpétuer son pouvoir, mais arriver à transformer le quotidien des gens et à transformer le pays dans un sens positif. Alors, décidément, le Mali claque la porte du G5 Sahel, instrumentalisé, entre guillemets. Au-delà, qu'est-ce qui explique, selon vous, la décision de Bamako? Quels en sont les enjeux? Au sujet du Mali qui quitte le G5 Sahel, je pense que l'image qui permet de qualifier cela est très simple pour ceux qui aiment le football, c'est qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de match. Et c'est ce qui s'est passé avec le Mali. On se retrouve dans une organisation que l'on a rejointe pour des objectifs de sécurité et on est lâché par cette organisation au moment où on en a le plus besoin. Le plus simple, c'est d'appliquer la réciprocité. Le Mali a estimé que cette organisation ne remplissait plus le rôle pour lequel elle y rentrait. Et je considère qu'il est logique, quand on établit ce constat, de quitter l'organisation. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Peut-être que la médiation du Tchad, qui essaie de ramener le Mali au sein de l'organisation, portera ses fruits, vu l'apport que le Tchad vu ce qu'a été l'apport du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Peut-être que ça portera ses fruits, mais ça ne portera ses fruits que si les règles sont revues de fond en comble et que les pays sont souverainement d'accord pour appliquer les règles qu'ils ont conçues et à les appliquer de façon impartiale, quel que soit le pays, et surtout de façon... enfin, je pense qu'il faudrait que les règles soient appliquées de la même façon pour tous et qu'elles ne soient pas appliquées au cas par cas et dans des situations que l'on interprète de façon subjective. Alors, dans ce que Bamako appelle instrumentalisation, beaucoup pensent à la France. Parlant justement de cette dernière, on se rappelle que le passage de Serval à Barkhane en 2014 était un appui aux opérations régionales africaines, le G5 Sahel y compris. Est-ce que, selon vous, la fin de Barkhane a-t-elle joué dans la mort du G5 Sahel? Les opérations Serval et Barkhane n'ont pas les mêmes objectifs. Serval était une opération rapide qui a atteint son objectif, qui était de freiner la descente des terroristes qui étaient en train de foncer sur Bamako. Cet objectif a été atteint en très peu de temps, et tant mieux. L'opération Barkhane est beaucoup plus ambitieuse. Elle veut carrément éradiquer le terrorisme, que ce soit au Mali ou alors dans l'ensemble de ce qu'on a appelé le G5 Sahel. Et je crois que le fait de l'avoir qualifié ainsi et d'avoir limité le périmètre d'action à ces seuls pays est la cause de la mort. C'est un peu comme le péché originel du G5 Sahel. Il n'est peut-être pas mort, mais il était déjà condamné à mort dès sa création parce qu'il limitait beaucoup trop le périmètre d'action. De mon point de vue, on aurait dû associer l'Algérie dès la création à ce cercle de lutte contre le terrorisme, parce que c'est de là, dans les années 90, qu'est né ce mouvement terroriste-là, que sont partis les personnes qui alimentent ce mouvement terroriste au sein du Sahel aujourd'hui. Donc, ne pas associer l'Algérie, de mon point de vue, a été le péché originel. Ensuite, je considère que la zone en question doit aussi comprendre la Libye, qui est aujourd'hui la source principale de ce problème. Si on n'éteint pas le terrorisme en Libye et que entre le Mali, l'Algérie et tous les autres pays, il n'y a pas une solidarité effective dans l'action, objective et effective, je pense que l'on n'arrivera pas au bout et le G5, qui était déjà mal paramétré dès le début, ne pourra que mourir de sa belle mort, qui était prévisible d'ailleurs. En 2022,
à la mort de l'organisation, est-ce que c'est tout de même une aubaine pour ceux qui pensaient qu'il y en avait du trop dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais sans organisation? Votre point de vue? Le fait qu'il y ait plusieurs organisations de lutte contre le terrorisme qui cohabitent au sein de la même zone, mais qui ne travaillent pas ensemble, est un problème. Ça crée de la cacophonie. C'est le cas dans le Sahel aujourd'hui. Il y a une empiliation d'organisations qui sont censées lutter contre le terrorisme, mais qui ont toutes en commun de ne pas associer leurs forces et de travailler en cacophonie. Quand on crée de la cacophonie, il est difficile d'obtenir des résultats. Mais est-ce qu'on doit se réjouir du fait que l'une des organisations se casse la gueule? Je ne pense pas. De mon point de vue, il faudrait plutôt, au-delà de mettre fin à l'une des organisations, trouver un mécanisme pour faire que la coordination dans la lutte soit effective. Parce que c'est la seule façon d'y arriver. Que les États travaillent ensemble et qu'ils travaillent en bon ordre. Cela produit des résultats. Si après, pour des raisons diplomatiques, militaires, de divergence de point de vue, de divergence d'intérêts, l'un des pays se retire ou plusieurs pays se retirent, il faudrait que cela se fasse dans le bon ordre et dans le sens des intérêts des populations, parce que ces organisations sont censées être au service des pays, mais d'abord au service des peuples qui sont concernés par cette activité. À côté des raisons que le Mali évoque, d'autres parlent plutôt des enjeux financiers, même si c'est pas vérifié, lui Magloire Kemayou, ça nous fait réfléchir justement à l'épineuse question de financement des initiatives comme le G5 Sahel. Quel commentaire avez-vous à apporter sur cette question relativement au fonctionnement des organisations engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Concernant les enjeux financiers, oui, c'est vrai que il y a un besoin de suffisamment financer les organisations qui luttent contre le terrorisme parce que l'action militaire coûte cher, même en temps de paix, quand les pays se préparent à la guerre et à la menace extérieure, ils dépensent beaucoup. Là, on est dans un contexte encore plus particulier dû au fait que c'est une menace qui est transnationale et donc qui demande beaucoup d'argent. Mais à côté de ça, on a aussi constaté que certains pays étaient réticents à financer le G5 Sahel parce qu'ils estimaient que c'était une façon de financer la France de façon indirecte. Et donc, le premier péché, il est là. Après, il y a eu un problème parce que dans le financement, le financement seul ne suffit pas. Il y a l'utilisation de l'argent aussi qui est important. Et certaines personnes ont estimé que il y avait beaucoup trop de contraintes dans l'utilisation de cet argent, notamment dans l'achat, où tous les achats étaient fléchés vers le même pays. Et ça a posé un problème. Donc, les gens ne voulant pas financer et le peu d'argent qui était là ne pouvant pas être utilisé librement, cela a contribué quelque part à fragiliser le financement et à fragiliser surtout l'efficacité dans l'utilisation de cet argent. Est-ce que les règles changeront? Est-ce que les partenaires seront d'accord pour multilatéraliser et donner effectivement l'impression qu'il ne s'agit pas juste d'asseoir plus la puissance financière d'un pays que de lutter contre les terroristes dans une zone géographique stratégique? Espérons que oui, espérons que le bon sens l'emportera sur le reste. Barkhane touche à sa fin, le G5 Sahel meurt. C'est un bel avenir pour la pandémie djihadiste continentale. Qu'est-ce qu'il faut craindre, lui Magloire Kemayou? Concernant la mort de Barkhane et du G5 Sahel, mon commentaire c'est que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Si aujourd'hui, les pays du G5 Sahel et tous les pays aujourd'hui qui sont dans l'œil du cyclone concernant la menace terroriste n'unissent pas leurs forces pour éradiquer collectivement le terrorisme dans leur territoire, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que personne ne viendra ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, et encore moins sur le plan politique, jouer le rôle des Africains à leur place. Donc, que le G5 Sahel continue de vivre ou pas, que Barkhane continue d'opérer ou pas,
L'obligation des Africains, c'est de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Les autres partenaires ne peuvent venir qu'en termes de valeur ajoutée. Ils ne peuvent pas être les premiers acteurs de la lutte contre le terrorisme sur le sol africain. C'est aux Africains de prendre leurs responsabilités et c'est ce que je souhaite au Mali ainsi qu'aux autres pays du Sahel. Alors, la lutte contre le terrorisme ne va certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Que faut-il attendre des États de l'ex-G5 Sahel dans ce couloir? À quelle stratégie vont-ils songer? À quoi faudrait-il penser selon vous, Louis Magloire Kemayou? La lutte contre le terrorisme est un enjeu à la fois de souveraineté et je crois que c'est aussi une question de vie ou de mort pour nos pays. Si nous ne sommes pas capables collectivement, je veux dire en termes d'organisations régionales africaines ou même au sein de l'Union africaine, de régler ces problèmes, comme on le voit aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, où l'Ukraine ne fait partie ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne, mais que ce sont ces organisations qui ont mis aujourd'hui le maximum de moyens au service de l'Ukraine pour gagner sa guerre contre la Russie. Si nous ne sommes pas capables de faire cela, je pense que nos États ne méritent plus d'exister. Et donc, si sur ces questions-là, on ne peut pas concevoir une stratégie régionale, une stratégie africaine de lutte qui soit efficace, je pense que nous aurons échoué. Et comme on n'aime pas l'échec, comme nous sommes orgueilleux, j'espère que cela va nous fouetter dans notre orgueil et que le continent africain, à toutes les échelles, que ce soit au niveau de la subsidiarité par rapport à la CEDEAO, par rapport aux pays d'Afrique centrale, par rapport aux pays d'Afrique de l'Est ou par exemple en Somalie aussi, on a oublié cette guerre-là, il y a une action terroriste en cours. Si nous n'arrivons pas à pacifier notre continent, à le rendre vivable pour nos citoyens et à le rendre attrayant pour les autres partenaires qui sont en dehors du continent, nous aurons échoué dans notre action. Donc le défi aujourd'hui est celui des pays pris individuellement, mais il est aussi celui de l'ensemble du continent africain qui a toute sa place sur la scène internationale, qui est en train de regagner beaucoup d'importance sur la scène internationale. Et donc c'est le bon moment pour montrer que nous sommes capables d'affronter tous les défis, y compris celui du terrorisme, qui est en train aujourd'hui de miner les efforts de développement du continent africain. Merci bien, Louis Magloire Kemayou. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et directeur du Club de l'information africaine. Vous commentez régulièrement l'actualité africaine sur plusieurs médias internationaux. Je précise que vous êtes auteur de Togo, une démocratie en construction, ouvrage publié aux éditions Michel Lafon. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. À samedi, 10h, pour une nouvelle édition. Au revoir.